Dans le cadre des entrevues présidentielles, je suis aujourd'hui à Victoriaville. Plusieurs de nos membres manufacturent dans cette capitale du centre du Québec, mais c'est chez Saman que je suis et en compagnie, j'allais dire, de deux présidents. C'est-à-dire que Alain Saint-Cyr était à la tête de l'entreprise jusqu'au 1er avril dernier. Et puis, depuis cette date, c'est Maxime Gagné qui a pris la relève. On les reçoit tous les deux dans un instant. Maxime Gagné, depuis le 1er avril, mais j'imagine depuis les mois qui ont précédé le 1er avril au niveau des négociations, votre vie a changé, ou en tout cas, elle va changer pas mal, parce que vous devenez pour la première fois de votre vie entrepreneur. Je vous dirais que ça fait déjà pratiquement 2 à 3 ans que ma famille et moi-même, on est dans le processus de s'organiser mentalement, se préparer à cette transition-là. Puis je vous dirais que depuis le 1er avril, j'y goûte pour de vrai. Avec des surprises et des choses qui étaient attendues. Mais évidemment, c'est un changement de carrière complet. Bon. Alors, Victoriaville, c'est une nouvelle ville pour le travail, mais vous êtes né juste de l'autre côté du fleuve, à Trois-Rivières. Parlez-nous donc un peu de votre cheminement avant d'arriver à Saman. En fait, j'ai étudié à Montréal. J'y suis resté pour les 15 premières années de ma carrière. Et puis, je suis revenu en région, à Trois-Rivières, depuis une dizaine d'années. Et dans mon processus de recherche d'entreprise, je cherchais dans un rayon d'environ 1 heure de Trois-Rivières de conduite, ce qui m'a amené à regarder du côté de Victoriaville et de passer à l'action avec Saman. Qu'est-ce qui fait que vous aviez le goût de devenir propriétaire et en particulier d'une entreprise manufacturière existante? Pour partir une entreprise de zéro, ça prend une fibre d'entrepreneur qui est toute particulière que je ne me reconnais pas nécessairement là-dedans. Mais pour ce qui est de gérer un groupe, une dynamique d'entreprise, s'assurer que tout le monde est aligné sur les mêmes objectifs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif pour moi. À la base, je voulais vraiment avoir l'opportunité de toucher à plusieurs facettes d'une entreprise, des ventes, aux ressources humaines, aux opérations. J'ai une expertise à la fois dans le domaine de la quincaillerie et dans le domaine manufacturier, qui est à peu près la moitié de ma carrière dans les deux cas. Alors, je cherchais vraiment une entreprise qui allait me permettre de transformer un produit et d'atteindre des consommateurs qui sont dans un marché, une industrie dans laquelle je suis familier. Remontons quand même le temps. Vous êtes né à Trois-Rivières. Ouais. Vous avez été à Montréal pour les études supérieures à l'école de technologie, justement. Sorti avec un bac en génie industriel, une spécialité en innovation. Est-ce que le fait que ces produits, ceux de Saman, sont des produits avec une certaine technicité, est-ce que ça vous a séduit puis vous trouvez que vous pouvez représenter une valeur pour la recherche et le développement de d'autres filières? Je crois que ce qu'Alain a su créer et ce qu'il amène comme personne et dans les produits, c'est un produit qui est particulièrement différent. Autant par sa capacité d'un produit à base d'eau, bon pour l'environnement, et un produit qui est extrêmement performant. Et quand on peut retrouver cette combinaison-là dans un produit, qui sont deux caractéristiques très clés, c'était super intéressant. Et aussi à la fois le procédé de fabrication, qui est une industrie que je suis moins familier avec, mais être impliqué dans un procédé de fabrication, contrôler les étapes de fabrication d'un produit, de l'approvisionnement jusqu'à la distribution, c'est quelque chose qui était très intéressant dans Saman. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le génie là, quand vous étiez ado? Là? Alors, le génie industriel, pour moi, était tout désigné, qui est un bon mix de organisation du travail, structure, développement de nouvelles solutions, et avec une autre patte en même temps, tout ce qui est la logistique, distribution, la business. Je trouvais que ça me donnait vraiment un beau mix entre un profil plus technique d'ingénierie, mais en gardant tout le temps les yeux sur la portion plus business, marché, qui est très intéressante pour moi. Posons quelques questions à Alain Saint-Cyr, qui lui aussi est entre deux, puisque si j'ai bien lu mes notes, vous avez étudié à la fois les finances et le marketing, alors que souvent, c'est comme deux types de personnalités opposées. Je fais les deux parce qu'en ayant une entreprise, il y a un gros côté financier, administration, puis le côté développement de produits, mise en marché, emballage, etc., qui me permet de m'amuser avec le marketing. Vous avez dit le mot produit. Saman, ça fait quoi aujourd'hui et est-ce que vous étiez dans le même secteur quand l'entreprise a été créée à l'an 2000? C'est le même secteur, c'est les mêmes produits avec plus de pages dans le catalogue de produits. Donc l'entreprise était spécialisée dans les produits de finition pour boiserie, mais vraiment industriels. Donc, à la limite, un échantillon dans l'industriel, ça peut être un 4 litres ou un 20 litres. Puis ça peut être des barils dans des commandes. Donc, c'est vraiment des gros volumes. Puis, bon, la fibre marketing me disait, bien, il me semble qu'on pourrait mettre ça au détail
puis, eux n'étaient pas orientés vers le détail. Puis, avec un peu de persistance, il y a eu un point à un moment donné, ils disaient, écoute, Alain, ça a l'air vraiment t'intéresser. Fait que, regarde, fais-le. Et on avait établi avec les employeurs que quand on aurait un certain niveau de vente, mais on partirait une entreprise par elle-même. Vous avez eu quand même l'ambition de développer Saman à l'extérieur, pas seulement au niveau des ventes, mais même peut-être des projets d'installer des usines ou des centres de distribution. Effectivement, c'est encore possible. La raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, on dit toujours qu'il faut avoir comme les étoiles bien alignées. Et à date, il y avait des étoiles, mais qui n'étaient pas nécessairement toutes bien alignées. Après coup, on avait un projet en France qui est allé assez loin. Mm-hmm. Et après coup, avec la pandémie, c'est une bonne chose que ça ne soit pas arrivé parce qu'on aurait été en développement, en démarrage, sans pouvoir se déplacer, sans pouvoir être présent. J'y pense souvent, puis je vois mal comment j'aurais pu le faire. Revenons encore en arrière. Alors, Saman commence ses opérations. Les premières actions de développement se font auprès des réseaux de quincailleries du Québec et du Canada, j'imagine? En premier lieu, si on recule dans les années avant 2000, parce que ça avait commencé un petit peu avant, il y avait une tendance des meubles non peints, futons, puis il y avait des marchands spécialisés pour ce type de meubles-là. C'était notre cible. C'est avec ces marchands-là qu'on a vraiment débuté. Et par la suite, on est allé vers les magasins de peinture spécialisés. Okay. Et par la suite, les centres de rénovation. Donc, les Rona, BMR, Home Hardware de ce monde, c'est arrivé après. Oui. Bon, c'est le rêve de toute entreprise québécoise, à Victo ou ailleurs, de dire « Yes! » Tu rentres à la maison, puis tu dis à ta famille « J'ai mon premier contrat à l'extérieur du Québec. » Ça a été avec qui, quand? Et puis... On parlait de la France, les As qui n'étaient pas nécessairement alignés. Ouais. On est tombé aux États-Unis à un moment donné que les As étaient vraiment bien alignés. On avait un nouveau représentant qui avait une bonne connexion avec un majeur, qui est Menards. Oui. Et il a présenté les produits d'entretien pour les surfaces bois franc, plancher de bois franc, plancher de prévernis, etc. Vers quelles années à peu près? J'aurais tendance à dire le mois de août 2004. OK. Puis vous pensez qu'il y a des parts à aller chercher encore? Oui, vraiment, définitivement, définitivement. Il y a encore beaucoup de développement à faire. Ça représente, ça varie d'un mois à l'autre, ça représente entre 24-26 % de nos ventes. Puis vous travaillez les États-Unis en bloc ou bien vous avez des approches différentes par sous-région? Ce qu'on appelle à l'interne... Sans dévoiler tous les secrets, mais... Ce qu'on appelle à l'interne, on a des bulles de travail qui composent des états clés. Et ces états-là, par le passé, ont démontré plus d'intérêt, sont plus enclins au niveau environnemental de recevoir des produits comme les nôtres. Oui. Donc, on mise là-dessus et aussi certaines ententes avec les distributeurs. Saman fait partie d'un programme canadien qui s'appelle Bienfait ici, auquel l'ACMAT a collaboré à la Fondation. Et on est encore, au moment où on se parle, à une époque où les gens à la quincaillerie ne demandent pas nécessairement le lieu de fabrication. C'est très différent comment on se comporte dans une quincaillerie comme consommateur que la façon qu'on se comporte dans une épicerie. Est-ce que les ventes de Saman au Québec sont proportionnellement plus importantes que dans le reste du Canada? Absolument. Alain a fait un super travail de bien développer le marché québécois de la quincaillerie, autant au niveau des grandes surfaces que des marchands de proximité. Donc, les chaînes de quincaillerie d'ici accordent de l'importance au fait que votre produit est fait au Québec? Je peux surtout dire que la marque, la qualité du produit et l'historique de qualité d'un produit qui est présent depuis plus de 20 ans au Québec et fait partie du quotidien des gens de la rénovation au Québec. Je pense que notre présence, elle est quand même très significative au Canada anglais, mais juste probablement un 5 à 10 ans en arrière sur la progression au Québec. Est-ce que vos concurrents, Alain, sont des produits, puis sans les nommer, là, sont des produits locaux, des produits canadiens, des produits internationaux? Principalement des multinationales. Ah oui? Vraiment. Et ça a toujours été la ligne directrice quand on mettait des produits sur le marché. J'ai toujours voulu avoir un produit qui est facile de comprendre, d'application pour un consommateur qui n'est pas un expert en finition. Et on ne pouvait pas sortir juste un produit qui était un équivalent de ce qu'il faisait déjà. Il fallait être différent, meilleur, avec des caractéristiques supérieures. Bon, justement, vous avez démarré très tôt avec des produits à base d'eau.
Aujourd'hui, tout le monde veut ça parce qu'on sait que c'est amical pour la planète. Mais au début, ça devait être le contraire. Et les gens devaient se dire, ouais, ben là, ça va être moins bon qu'un produit vraiment super chimique, non? Bien souvent, quand je mentionnais que c'était des produits à base d'eau, on se rendait même pas aux commentaires « ouais, ça doit être moins bon », ils voulaient juste pas l'entendre. Je peux vous dire que quand il y a un nouveau marché, on fait encore exactement la même démonstration pour montrer la facilité de l'application, pour montrer la performance du produit, pour montrer en plus les autres avantages. Donc, êtes-vous en train de nous dire que, rendu en 2022, plus d'une vingtaine d'années après avoir commencé avec des produits à base d'eau, vous avez une partie de la population, que je comprends qui est minoritaire, qui, elle, cherche ça parce qu'elle sait que ce n'est pas dommageable pour la planète, mais il y a quand même une grande partie chez qui on ne va pas cacher, mais on ne va pas mettre ça de l'avant parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est l'efficacité et ce n'est pas nécessairement le fait que c'est à base d'eau, ce n'est pas un critère pour eux. Donc, le marché est très fragmenté et il faut avoir du micro-marketing. J'aimerais ça dire que votre affirmation est fausse, mais c'est très la réalité. Donc, Maxime, est-ce que ça veut dire que vous sentez que vos gammes de produits sont bien positionnées par rapport à cette demande croissante, lente mais croissante, des consommateurs en faveur de produits respectueux de l'environnement? Ça vous place en bonne position? Absolument. Puis, je changerais même le terme lent parce que, bon, ce qui vient nous aider puis qui va probablement nous pousser dans le dos, c'est la réglementation, ouais. Autant surtout aux États-Unis, qui, État par État, tranquillement, sont en train de changer leur réglementation. Puis, on croit vraiment que ça va nous ouvrir des portes très intéressantes dans le futur. Très intéressant. Il faut se parler d'approvisionnement parce qu'on est dans une période où tout le monde a peur de voir sa chaîne brisée, soit par des changements climatiques qui seront plus fréquents, plus violents, soit par des crises sociales. On en a eu tout plein d'exemples dans le passé récent. Et puis s'ajoute maintenant la possibilité de crise sanitaire. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Le monde est fragile. J'allais oublier aussi qu'on se parle au moment où il y a une guerre qui est présente et qui affecte toute une partie du marché puis des approvisionnements. Alors, dans un contexte où le produit, il est fabriqué à Victoriaville, mais vous avez forcément des composants qui viennent de l'étranger, j'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir. La grosse différence depuis la pandémie, oui. C'est la fiabilité des fournisseurs. On a dû, dans les 2 dernières années, augmenter de façon significative nos inventaires de matières premières pour contrer le fait que les fournisseurs ne respectaient plus les dates qui étaient auparavant respectées. L'autre point qu'on a dû s'adapter pour contrer ce phénomène, c'est que nos cédules de production, avant 1 mois et demi, 2 mois qu'on pouvait planifier nos productions, la semaine dernière, notre personne avait commencé à planifier septembre. Okay? Donc, on est beaucoup plus en avance, qui nous permet de parler aux distributeurs, aux fournisseurs, s'assurer de l'approvisionnement. Et malgré tout, on a encore des défis. Maxime, est-ce que quand vous avez décidé d'acheter l'entreprise, puis qui est sujette comme ça à être parfois victime là, des bris dans la chaîne d'approvisionnement, c'est un petit peu d'anxiété quand même? Heureusement pour moi, l'approvisionnement, c'est ce que je fais depuis une 15aine d'années. Ouais. Alors, ce niveau de confort-là dans un univers en changement, même si la réalité d'aujourd'hui est bien différente de 10 ans, ce que ça prend pour avoir une chaîne d'approvisionnement qui est robuste, qui permet à l'entreprise de continuer à fonctionner dans le contexte actuel, c'est probablement l'aspect dans l'entreprise qui est le plus naturel pour moi. Okay. Ça reste que c'est des défis. Alain en a fait mention. Je pense que même par-dessus les mécanismes qu'Alain a su mettre en place au niveau de l'inventaire, puis de la prévisibilité de tout ça et de la planification qu'on peut en faire, ça amène une entreprise extrêmement agile au niveau des ventes, mais ça se transmet même au niveau de l'approvisionnement. Puis je crois que dans un contexte actuel, la capacité à trouver des équivalents, avoir des équipes de R&D qui parfois peuvent mettre sur la glace un peu des projets de développement futur pour trouver des alternatives à court terme. Il faut parler du facteur humain. Alors, vous avez une entreprise à Victoriaville, dans un bassin de population qui n'est pas nécessairement en croissance. Comment on voit les années à venir? Puis là, maintenant que c'est un ingénieur qui prend la tête de l'entreprise, est-ce
on va voir plus de robots que d'humains dans un avenir rapproché? Faites attention parce qu'il y a des employés qui nous entendent. Oui, c'est absolument à regarder. Saman est en mesure d'offrir un environnement de travail avec différentes tâches qui s'adaptent bien à des ressources sur le marché du travail qui pourraient peut-être être plus marginalisées versus la masse qu'on connaît. Mais il y a eu des investissements il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, au niveau des technologies. Comment ça a été apprécié des employés? Puis est-ce que cet effort technologique que vous avez fait a contribué à faire que vous en sortiez bien durant la pandémie? Définitivement. Là, je dirais 4 ans, on a mis un budget, je veux dire, plus que spécial au niveau de l'automatisation des procédés de fabrication. Donc, ça nous permettait d'être plus efficaces. Nous, à l'époque, on l'avait fait. Oui, pénurie de main-d'œuvre, on en entendait parler, mais ce n'était pas la raison primaire. C'est vraiment l'aspect développement, augmentation de volume qu'on voulait s'assurer d'être capable d'y parvenir. Ça fait toujours peur, le changement. Ben oui. Donc, ça n'a pas été différent chez Saman. Oui. On a su les intégrer de façon graduellement. On a aussi on s'est adapté selon les gens, leur intérêt versus les nouveaux équipements. Et il y a toujours des postes qui demeurent plus manuels. Alors, on a travaillé un peu sur ce côté-là. Les équipements qui étaient moins appréciés au début parce qu'ils étaient nouvelles, particulièrement le directeur de production, les gens qui travaillent sur les équipements sont très contents. Ils s'en passeraient plus aujourd'hui. Ils sont très contents de savoir. On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous n'avez pas eu un incendie, vous avez eu 2 incendies. Qu'est-ce qu'en quelque part ça vous a apporté comme individu puis comme équipe de travail, le fait d'avoir passé 2 fois dans un court laps de temps à travers la quasi-destruction de l'entreprise? Ouais. Mais le point qui est ressorti, c'est vraiment l'équipe. Tantôt, Maxime, quand il disait qu'on avait une équipe qui était forte, qui était les liens tissés serrés, etc. Je pense que je le savais, mais je ne portais pas tant d'importance. Mais quand un événement ou 2 événements comme ça arrivent, vous a soudé. Là, tu te rends compte que vraiment, on a une équipe solide. Le fait qu'en étant dans une localité qui est plus petite, les gens se parlent plus. Et effectivement, ça l'aide. Maxime, j'en ai su un peu sur votre parcours, non pas professionnel, mais personnel. Pour faire face à toute l'angoisse, l'anxiété que ça amène d'être propriétaire d'une entreprise, il faut se tenir en forme. Vous êtes un jeune papa, mais vous avez un gros parcours de sport. Pouvez-vous nous en dire un peu? Puis qu'est-ce que le fait d'avoir fait de l'activité physique à un certain niveau peut vous aider aussi à faire face aux défis qui se présentent? Là? Toute forme de sport d'équipe a toujours été des choses vers lesquelles j'ai gravité beaucoup. Mon parcours s'est terminé, j'ai joué au football universitaire à l'Université de Montréal. Et puis ce que ça m'a donné, c'est d'une part cette capacité-là à jongler, études en génie, sport de haut niveau, être capable de jongler un horaire et une charge de travail qui est très importante, la capacité de fixer des objectifs, de les atteindre, de les célébrer et de tout de suite passer au prochain, réussir à rassembler tout le monde vers un même objectif. Je vous dirais que ça m'a allumé très jeune. Puis c'est des choses qui, encore aujourd'hui, le défi de prendre une entreprise avec des gens de tout horizon, de s'assurer qu'il y a une cohésion puis qu'on pousse vers le même objectif, c'est une des choses qui m'intéresse le plus. Là. Il y a un défi de transition là, dans toute entreprise. Comment est-ce que les clients qui nous écoutent, les marchands, les acheteurs dans les bannières, puis tout le réseau de fournisseurs, l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, peuvent être rassurés ou inquiétés que Maxime Gagné va savoir prendre le relais de quelqu'un comme Alain Saint-Cyr? Très, très, très bonne question. Je pense que la première chose à bien comprendre, c'est l'approche et très clairement le fait que je me greffe à Saman, qui est une entreprise en croissance, en santé, qui va bien et non l'inverse. Alors, mon défi à moi, c'est de bien comprendre les opérations, les ressources humaines, les relations avec les clients et tout en définissant la mission, l'approche qui est propre à mes valeurs et à ce que je veux amener. La suite des choses est une version très, très similaire et alignée avec les derniers 20 ans et idéalement avec peut-être certains ajouts qui sont plus propres à moi, une portion plus ingénierie,
plus gestion des opérations, mais les fondements, les valeurs de base, elles sont vraiment là pour rester. Puis sans dévoiler votre âge, là, pourquoi vouloir vendre l'entreprise à un moment où vous êtes encore jeune? Différentes circonstances familiales qui, à un moment donné, prend un recul, puis regarder pour une qualité de vie différente. Est-ce que justement vous allez garder un rôle dans la compagnie à partir du moment maintenant là, que Maxime en est le président? L'entente qu'on a, c'est que je vais m'impliquer principalement au niveau développement des affaires à l'extérieur du Canada. Donc, avec toutes les années, on a développé des contacts, des liens, un réseau. Comment vous faites aujourd'hui pour vous sentir en confiance par rapport au fait que la présidence de la compagnie n'est plus entre vos mains, mais dans les mains de celle qui est à votre gauche, Maxime Gagné? Mais le processus de transition, vente d'entreprise, c'est pas un processus qui se passe en l'espace d'une semaine. Donc, on a eu la chance de se connaître par le processus de négociation. Négociation d'entreprise, le mot le dit, c'est une vraie négociation. Donc, les valeurs, la personnalité des gens, des moments des fois qui sont plus cruciaux, ressortent naturellement. Ce qui fait en sorte que Maxime a démontré les compétences qui viennent d'indiquer. Donc, vous vous sentez à l'aise de développer les marchés extérieurs, puis vous avez complètement confiance qu'à Victo, c'est l'homme de la situation? Oui, puis à date, ça va très, très bien. C'est vrai, c'est bien. Alain Saint-Cyr, vous restez tout près de l'entreprise, c'est ce qu'on a compris. Exact. Maxime, c'est les 2 pieds, les 2 mains et la tête dedans, à temps plein et demi. On vous souhaite à tous les deux un bon couple pour cet avenir qui commence. Alors, merci beaucoup de nous avoir reçus à Victoriaville. Merci. À vous.